Bonjour, bonjour Nicolas Aignan, bienvenue chez Maris Consulting. Euh, on a discuté du fait que tu utilises beaucoup les processus de réflexion ou les thinking processes de la théorie des contraintes avec tes clients. Pourrais-tu nous donner quelques exemples d'utilisation en clientèle? Oui, alors, bien entendu, il faut comprendre que mes clients ne viennent pas me voir pour utiliser des processus de réflexion. Hmm. Ils viennent me voir avec des problèmes. Et, et donc, j'utilise cette démarche-là, et on n'a pas besoin d'utiliser forcément la démarche complète. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Il y a plusieurs cas d'utilisation assez clairs où un des problèmes possibles des clients est que dans une situation difficile, il y a un manque de prise de conscience de la part soit du client, soit de l'équipe, de l'intégralité du problème. Donc dans ces cas-là, on utilise une pratique qui s'appelle l'arbre des réalités actuelles, qui permet de dessiner les composants de la réalité telle qu'elle est, pour prendre conscience du plat de spaghettis, si on veut, et de la complexité du sujet. Donc ça, le mot à retenir là-dedans, c'est que ça permet une prise de conscience. Et c'est relativement puissant pour ça, parce qu'une fois que la prise de conscience est faite, on a un socle assez solide pour mettre l'équipe en mouvement et mettre l'équipe en changement. Une autre utilisation que je fais assez régulièrement, c'est quand un client a en tête un plan d'action ou des pistes de solutions, on a vite fait de se jeter dans l'action et de partir un peu bille en tête en se disant que, bon, a priori, on y a réfléchi pendant 2 heures, ça passera. Ça prend pas beaucoup de temps finalement d'essayer de se projeter dans toutes les bonnes raisons pour que ça ne le fasse pas en fait, et que ça ne fonctionne pas. Et donc l'arbre qu'on appelle l'arbre des prérequis est fait pour ça. Ça permet d'une part d'être sûr qu'on est bien en phase sur les objectifs de ce plan d'action, et puis d'imaginer, de lister toutes les bonnes raisons pour que ça ne fonctionne pas. Et donc ça liste 4, 5, 10 obstacles éventuellement, qui ne sont pas toujours très conscients. Une fois qu'on les pose, effectivement, ils sont partagés, et ça permet d'inventer évidemment des solutions sur mesure à chacun de ces obstacles. C'est rarement des obstacles fondamentaux, mais c'est souvent autant de grains de sable qui peuvent faire déraper complètement le plan d'action qu'on avait imaginé. Donc ça, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet de sécuriser des actions qu'on a en tête. Oui, parce que je vois bien, parce que une partie conséquente de notre activité est en management de projet, et on utilise la même idée en management de projet, et d'ailleurs ceci est traditionnel, c'est pas nécessairement lié à la théorie des contraintes, c'est du risk management quelque part. La probabilité que tel ou tel événement, pas recherché, pas souhaité, découle d'une démarche qui visait autre chose, et là, il suffit de savoir que ça puisse avoir lieu et de se poser la question très tôt, comment est-ce que je peux éviter ça? Et effectivement, très souvent, il suffisait de le dire pour se dire que pour l'éviter, je fais ça, et le problème n'émergera jamais. Exactement. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on utilise évidemment quand on fait la démarche complète. Donc c'est souvent le cas avec des entreprises avec lesquelles j'ai fait ponctuellement plusieurs des démarches, soit sur des problèmes qu'ils avaient en tête, soit sur des plans d'action dont ils avaient l'intuition mais qu'ils voulaient valider. Et puis petit à petit, ils se rendent compte que ça peut être intéressant de faire une démarche sur l'ensemble de l'entreprise. Et là, une démarche sur l'ensemble de l'entreprise, là aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire très concrètement identifier les quelques facteurs limitants successifs qui brident le fonctionnement de l'entreprise. Donc ça, le fait de dessiner les relations de cause à effet entre les composantes de la situation actuelle permet d'arriver à ces quelques causes racines dont on parlait, qui sont les quelques facteurs limitants. Alors, dans mon expérience, moi je suis très orienté vers les sociétés de services. Et pour les sociétés qui ne sont pas des sociétés de services, j'interviens entre autres en ce moment dans un grand groupe de BTP, je me concentre sur des équipes qui ont des fonctionnements de service. Donc des équipes d'avant-vente, des équipes projets, des équipes dans les bureaux concrètement. Et là, ce qu'on retrouve, ce qui est assez intéressant, je trouve, dans la pratique que j'ai eue, c'est qu'on se rend compte que les facteurs limitants sont finalement assez peu nombreux et qu'on les retrouve assez souvent d'une entreprise à l'autre. Alors par contre, il faut bien comprendre que ce n'est pas pour ça que les solutions seront les mêmes. En tout cas, les facteurs limitants, on va retrouver l'organisation du travail, on va retrouver donc le fait d'avoir des gens qui sont complètement sous l'eau, ou en permanence en retard, ou en urgence permanente, qui sont des sujets qu'on retrouve très fréquemment dès qu'on est dans des bureaux. Des sujets d'orientation vers la valeur client. Là aussi, ce n'est pas forcément une question qui est souvent posée, et on a un facteur limitant qui peut être assez redoutable. Des sujets de rémunération, dès qu'on touche à des problématiques de vente, des sujets de bien-être au travail.
Et on voit qu'il y a souvent une suite logique dans ces facteurs limitants. Donc l'organisation est souvent le premier facteur, l'orientation vers la valeur client. Une fois qu'on est organisé, affûté pour faire en sorte qu'effectivement on puisse débiter de la valeur, on se pose la question de savoir quelle est exactement la valeur que notre client apporte. Deuxième facteur limitant. Les facteurs soit de bien-être, soit de rémunération ou éventuellement de tension entre dirigeants, on les voit souvent dans des crans un petit peu plus loin. Et donc ces démarches permettent de les prendre un par un, ces facteurs limitants, et de les tacler sans pitié. C'est assez radical comme démarche. C'est là où c'est vraiment riche. Alors, dans ces démarches-là, il y a une spécificité, j'ai l'impression, dans ma manière de l'appréhender, c'est que j'ai d'un côté disséqué une grande quantité de méthodologies qui ont fait leur preuve dans des contextes très particuliers, que ce soit d'organisation, de vente, de management, etc. Donc vraiment démonter, disséquer pour en comprendre les rouages assez fins. Et d'un autre côté, j'ai cette démarche qui permet d'aller choisir, parmi les dizaines ou voire les centaines de pratiques sur l'étagère, laquelle pourrait convenir, et si aucune ne convient, d'en inventer une sur mesure. Et c'est extrêmement complémentaire, ces deux approches-là. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à obtenir des résultats qui sont assez intéressants et assez rapidement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette explication. Merci pour cet échange.